Le 14 octobre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain King Kong, texte intégral. Monsieur Louis Jouvet, parlant du théâtre dans notre nouveau confrère 1933, commente les placards de publicité de King Kong, un singe gigantesque serrant dans sa main monstrueuse une jeune fille qui se débat. Monsieur Louis Jouvet en fait une allégorie. Le singe représente le cinéma. La jeune fille, c'est le théâtre menacé. Ajoutons qu'il conclut en manière d'espoir « La jeune fille est sauvée ». Il est assez effrayant que King Kong puisse représenter auprès de spectateurs éclairés et capables de comparaison le dernier état du cinéma. Le cinéma ne l'a pas volé et l'allégorie de M. Louis Jouvet n'est point si outrée. Que l'on vitupère le 7e art à propos de tir au flanc, de la Margoton du bataillon, ou de telles moutures figées et verbeuses du dernier drame d'un de nos auteurs à succès, il nous est assez facile de répondre, ouvrez les guillemets, « Ce n'est point du cinéma, vous le jugez cette fois d'après un succès d'année que l'on n'a pas encore pu qualifier, qui n'est qu'un moyen brutal pour reproduire et répandre ce que le théâtre compte de plus vulgaire et de plus grossier, fermez les guillemets. Il y a par contre dans King Kong tous les éléments constitutifs d'un film, d'un spectacle conçu pour l'écran, utilisant toutes les ressources propres au seul cinéma. C'est depuis le signe de la croix la plus grande machine de guerre d'Hollywood, dont les plus vastes entreprises sont aussi les plus effarantes. C'est également un résumé, une charge énorme du cinéma américain, tel que nous l'avons tous connu et tourné en dérision, tel qu'il ne cessera pas d'exister, aussi longtemps qu'il se trouvera quelques Yankees pour proposer d'enthousiasme, à l'admiration de l'espèce humaine, une mirifique et colossale histoire dans le goût de King Kong. Une expédition plus ou moins scientifique rôde dans les mers du Sud. Il ne s'agit point que de retrouver et de capturer des animaux préhistoriques qui vivraient par là. Les passagers sont à bon droit sceptiques, mais la conviction du chef de bord l'emporte sur toute ironie. On dépêche des patrouilles dans une île d'apparence sinistre qui vient d'apparaître au large. L'île est habitée par des espèces de papous qui enlèvent nuitamment une jeune fille blanche de l'expédition. Dans un décor qui rappelle d'assez loin les ruines incas, la jeune fille est ligotée à un poteau. Elle est promise en offrande rituelle au dieu de ce peuple. Le dieu arrive. C'est King Kong, un gorille d'une taille fabuleuse, et d'ailleurs élastique. L'échelle des images varie beaucoup selon les perspectives. King Kong est tantôt une espèce de montagne vivante et velue, bouchant tout l'horizon, écrasant des fourmis humaines, tantôt un singe, exceptionnel certes, mais qui n'a pas plus de 10 mètres. Quoi qu'il en soit, son apparition suffit, on s'en doute, à terrifier la Vierge américaine. Il la prend entre l'index et le pouce et s'enfuit à grande foulée en arrachant d'un revers de patte quelques baobabs. Les matelots se mettent en campagne pour retrouver l'étoile du bord. Chemin faisant, ils rencontrent quelques plésiosaures, mammouths et dinosaures, tous rugissants et combatifs. Il appartenait aux Américains de nous montrer enfin la mascotte de notre corporation, notre vieil ami, le serpent de mer. Ce serpent a les dimensions d'un croiseur et ne fait qu'une bouchée des embarcations qu'il aborde. Il y a des rescapés, mais dont le sort est peu enviable, car ils tombent, l'instant d'après, sous la poigne du sieur King Kong. Comment se peut-il que la Vierge américaine n'ait pas encore succombé ? C'est que King Kong est devenu amoureux d'elle. Il cueille délicatement son mouchoir, son corsage, et en renifle le parfum avec voluptueux. Mais le fiancé de la belle, miraculeusement échappé du carnage, témoigne une légitime jalousie de ses manœuvres. Après divers combats avec des vampires, gros comme des dirigeables, King Kong découvre les bienfaits de la civilisation sous les espèces d'une bombe à gaz qu'il envoie à terre fort malade. Prisonnier, King Kong se remet. Grand gala au Roxy de New York. On présente sur la scène le singe géant.
Le monstre, importuné par les photographes, brise ses chaînes et s'en va semer la panique à travers New York. Il s'attaque surtout aux filles d'Ève, jusqu'à ce qu'il ait remis la patte sur la belle du bateau. Toujours galant, il choisit pour retraite à ses amours la flèche de l'Empire State Building. On dépêche contre lui une escadrille d'avions. Il écrase entre ses pas 2 ou 3 de ses hirondelles. À la fin, les mitrailleuses l'abattent sur le sol, au grand désespoir de son manager. La Vierge est naturellement restée évanouie sur la dernière plateforme. Le pire, c'est que l'on a fait à ce minotaure d'Hollywood un museau expressif. Il faut le voir, ayant vaincu quelques grosses bêtes, faire rouler ses biceps et braver le ciel du regard. Cet anthropoïde a des façons de ténor. C'est pour cela peut-être qu'il n'inspire aux foules européennes qu'une crainte fort relative. King Kong est surtout un succès d'hilarité. King Kong démolit le métro de New York, éventre un hôtel, fait plus de victimes qu'un raz-de-marée, cependant que la salle se tient les côtes. L'on veut croire, sans en être très sûr, que King Kong inspire un peu plus de respect aux amateurs de la classe maternelle. C'est fort bien de songer de temps à autre au plaisir des petits-enfants qui ne s'amusent jamais davantage que lorsqu'ils frissonnent un peu. Mais un jouet d'une 30aine de millions, c'est cher, surtout par le temps qui court. Puis, une histoire d'ogre, même fort naïve, requiert un poète. Il n'y en avait aucun dans l'état-major cinématographique qui confectionna King Kong. Le film évoque à la fois l'opéra et les façades des grands magasins aux approches du Nouvel An. Encore, parmi ces façades, en est-il beaucoup qui sont plus ingénieuses? Sans doute, les combats avec les dragons sont beaucoup plus réussis que le deuxième acte de Siegfried, confié aux soins des machinistes de M. Roucher. Mais le style est le même, avec des détails que le grossissement rend un comique irrésistible. L'on ne songe pas à nier que le film comporte des trucages étonnants, dans la scène du vampire, entre autres, et que les énormes automates fonctionnent pour le mieux. Tel quel, King Kong est un monument de cette colossale puérilité qui fait ménage à Hollywood, le plus naturellement du monde, avec l'humour esquis, le merveilleux réalisme à l'emporte-pièce auquel nous devons « Si j'avais un million » ou « L'évadé » de Paul Muni, mais King Kong divertit par son énormité même et par certains des camouflages que l'on y a employés. On peut pardonner King Kong aux Yankees plus facilement que l'incohérence doucereuse du cantique d'amour de Madame Marlène Dietrich.